Avec le coup de pouce vélo, on peut bénéficier de quasiment toutes les réparations hors cosmétiques, donc tout ce qui va toucher à la sécurité, au bon fonctionnement d'un vélo. Créer des pistes cyclables temporaires, comme on les appelle à l'époque, et qu'on appelle maintenant les Corona-pistes. Et on en crée tellement qu'aujourd'hui, il y en a 170 km dans l'Île-de-France. Pour le déconfinement, le vélo, c'est un bon moyen de déplacement. Il permet de garder une distance de sécurité. Le vélo, c'est de l'air sans cesse renouvelé, un bon moyen de se protéger et de protéger les autres. Bonjour à tous. Écoutez, les conditions sanitaires sont remplies ici dans notre studio, donc je me permets d'enlever le masque. Nous sommes actuellement 4 en studio et 1 en régie. Bienvenue à tous. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour revivre quelques instants de cette année 2020 que je qualifierais comme atypique, tout à fait atypique, et on va le voir tout au long de cet observatoire. Avant de commencer, je souhaiterais remercier Nomadeis, qui a été le consultant qui nous accompagne depuis plusieurs années, ainsi que la PFA, qui, elle, nous aide dans la partie financière de cet observatoire. Voilà. Alors écoutez, il semble que cet observatoire soit assez attendu. Nous avions un peu plus de 500 inscrits. Et tout à l'heure, Virgile Caillet, notre délégué général, vous dira finalement combien vous êtes en ligne. Voilà. Alors, cette vidéo que nous venons de voir nous redonne un peu l'ambiance de cette année 2020. Et si vous vous souvenez, le 4 mai, j'étais en vidéo avec vous aussi, et pour vous présenter les chiffres de l'année 2019. Et le 4 mai, la dernière slide que je vous avais présentée, c'était finalement une baisse du marché pour l'année 2020. Et je pense que j'avais raison. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le temps nécessaire pour compenser cette baisse du vélo. Souvenez-vous, le 4 mai, nous avions arrêté notre activité industrielle et commerciale pendant presque 2 mois. Et donc, nous étions dans le vrai. Voilà. Alors, en tout cas, écoutez, voilà, on démarre. Et donc, je voudrais commencer par... alors, excusez-moi, mais la présentation n'apparaît pas. Donc, je souhaiterais qu'on démarre. Voilà, merci beaucoup. Donc, l'Observatoire va s'articuler autour de 3 grands thèmes. D'abord, quelques faits marquants, tels que ceux qui ont été vus en vidéo. Ensuite, les chiffres du marché tels que vous les connaissez, tels que je vous les présente depuis plusieurs années, dans la même structure, parce que comme ça nous permet d'avoir des références. Et puis ensuite, on terminera sur les perspectives 2021, et puis un peu au-delà. Et ensuite, on se prêtera au jeu des questions et réponses. Et j'ai sur le plateau avec moi, pour ces questions et réponses, j'ai Patrick Guinard, qui est président de Velox et d'autres choses, et il vous présentera lui-même ses activités. J'ai Denis Briscadieu, qui est président de Cycle Lab et aussi vice-président de la commission cycle à l'Union Sport et Cycle. Et j'ai André Guettem, qui est notre président de la commission cycle. J'ai bien évidemment, comme animateur, Virgile Caillet, notre délégué général à l'Union Sport et Cycle. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur les faits marquants. Donc, le premier fait marquant, c'est bien évidemment une dynamique du vélo qui était engagée bien avant le confinement. Et là, je souhaiterais vous rappeler une date qui est importante en France et qui est le 14 septembre 2018. Nous étions à Angers et c'était le lancement, en fait, du plan national vélo par Édouard Philippe et Elisabeth Borne notamment. Et je pense que c'est une véritable pierre angulaire du développement, en tout cas structurel, de la culture vélo en France. Il faut qu'on se souvienne de cette date parce que l'ensemble des pays européens qui ont une véritable culture vélo aujourd'hui sont passés par un plan national vélo. Et donc, merci à vous, les pouvoirs publics, d'avoir créé cet événement à ce moment-là. D'autres remerciements que je souhaiterais faire, c'est qu'en fait, 4 acteurs principaux. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais il y en a 4 qui ont beaucoup œuvré, et on en parlera dans cette présentation. Il y en a 4 qui ont beaucoup œuvré pour effectivement mettre en place un certain nombre d'initiatives en faveur de l'usage du vélo et de l'augmentation des cyclistes. Il s'agit tout d'abord de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Il s'agit du Club des territoires et des villes cyclables.
et il s'agit de vélo et territoire. Et bien sûr, le quatrième, c'est l'Union Sport et Cycle. Et franchement, je voudrais remercier ces organisations qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que l'usage du vélo se développe en France. À partir de là, deuxième point, un renforcement dès la sortie du confinement. Souvenez-vous, dès la sortie du confinement, nous, les industriels et les commerciaux du vélo, on a été pris d'assaut, on n'avait pas anticipé cette demande. Bien évidemment, nous étions très, très satisfaits, mais en fait, ça a perturbé notre fonctionnement au point que pendant 2 mois et demi, on a eu des croissances qui étaient doubles, voire 2 fois et demi ce qu'on fait en moyenne saisonnière. Donc, ça n'est pas toujours évident à gérer. Troisième élément, c'est les Français ont effectivement adopté le vélo comme moyen de transport pour toutes les raisons sanitaires que nous avons vécues, et c'est tant mieux. Et un certain nombre d'événements, et je pense aujourd'hui à Mai à vélo, dont vous parlera Patrick Guinard, sont finalement issus de cette mouvance pour le vélo, et bénéficient en fait, ou vont nous faire bénéficier de la poursuite de cette croissance. Enfin, je voudrais parler bien sûr du coup de pouce vélo, 1,9 million de réparations de vélos en moins de 10 mois, c'est totalement significatif, c'est impressionnant, ça a créé des emplois, ça a accéléré les formations de techniciens cycles, et tout ça va dans le sens du développement de notre industrie. Alors justement, parlons de l'industrie en quatrième point, l'adaptation de l'industrie à cette demande. En fait, je peux vous dire qu'en tant qu'industriel, on vit encore aujourd'hui les difficultés que nous avons rencontrées à ce moment-là. Vous allez voir que globalement, l'année 2020 s'est bien passée et qu'on espère aussi avoir une bonne année 2021. Mais je vous garantis que les industriels du cycle, et bien sûr les distributeurs aussi, mais ont et auront des difficultés logistiques. Et il faut toujours se souvenir de ça, c'est que notre combat aujourd'hui, il est lié à cette problématique de la chaîne logistique. Ne l'oublions jamais, même si la satisfaction des chiffres est là, comme nous allons le voir. Voilà. Alors écoutez, on va entrer dans le vif du sujet. Et voilà. Donc, les chiffres du marché. Allons-y. Alors, ce schéma vous montre en fait, entre 2018, 2019 et 2020, la croissance. Que se passe-t-il pour l'année 2020 ? Une croissance de 25% en valeur du marché qui nous fait passer le cap des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est tout à fait exceptionnel et tout à fait notoire. Les cycles sont proches de 2 milliards avec une croissance exceptionnelle de 27,5%. Et les périphériques et les accessoires, tout ce qui est autour du vélo, ont passé la barre du milliard d'euros, avec une croissance de presque 21%. Donc, tous les segments sont en croissance et c'est très satisfaisant. Au niveau des quantités, du volume de vélos vendus, la quantité globale a augmenté de 1,7%, ce qui veut dire que globalement, nous avons alors, un petit décalage, excusez-moi, entre les slides et mon discours. Voilà, donc je m'adapte. Alors, donc sur cette slide-là, je vais effectivement vous parler de la croissance de la partie vélo uniquement. Donc en valeur, 1,9 milliard d'euros et en quantité, presque 2,7 millions d'unités vendues. Donc légère croissance de 1,7%. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est finalement la répartition de ce chiffre et de ces volumes, et finalement, dans les différents canaux de distribution, assez classiques. Donc, ce premier schéma qui vient d'apparaître vous montre finalement entre les détaillants, les multisports, l'Internet, les GSA, et puis les autres canaux de distribution, c'est-à-dire un certain nombre d'enseignes qui distribuent des vélos, les taux de croissance, en fait, la part de marché et les taux de croissance. On constate très clairement que les détaillants sortent avec une part de marché supérieure à l'année dernière, d'accord, et leur croissance de 39% en valeur est supérieure à la moyenne nationale de 25%. Donc, une excellente performance de ce segment-là en valeur. On constate que les multisports
qui représentent la grande majorité du marché en volume, on va le voir dans quelques minutes, ben finalement ont une croissance qui est inférieure à la croissance nationale. Et là, on va essayer justement d'interpréter ce phénomène. Et puis ensuite, l'Internet, avec une bonne croissance, mais inférieure à la moyenne nationale. Et puis les deux autres segments ben, qui s'en sortent plutôt bien, avec des croissances qui sont supérieures à la moyenne nationale. Si on prend la même approche par rapport au volume, on obtient le schéma suivant. Et là, on se rend compte que même si les détaillants ont une part de marché en volume de 20%, 1/5 du marché, ben finalement, dans un marché qui croît de 1,7%, eux, ils croissent de 10%. C'est-à-dire que c'est encore une fois une performance tout à fait remarquable. Et là, on constate que les multisports, qui ont 2/3 du marché, finalement, eux, baissent. Alors, quel est ce phénomène? Ben, ce phénomène, il est qu'en fait, la majorité des gens se sont effectivement sont allés acheter des vélos dans les grandes surfaces. C'est normal, c'est la plus grande partie du volume du marché. Et ces grandes surfaces, finalement, ont subi eh bien, des carences de vélos. À un moment donné, pendant quelques semaines, voire quelques mois, eh bien, il y avait moins de vélos disponibles, et ce qui explique cette baisse. D'accord ? C'est-à-dire que s'ils avaient pu faire face à la demande, très certainement, la croissance du marché aurait été supérieure. Dans le slide suivant, vous allez voir que ici, je vais me concentrer sur la partie pièces et accessoires, les périphériques et les accessoires. Et là, on va comparer, bien sûr, il n'y a pas de notion de volume, et on va comparer l'année 2019 à l'année 2020. Donc en 2019, on avait un marché qui représentait à peu près 907 millions d'euros, avec une répartition qui est celle que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Finalement, un rééquilibrage, un gain de part de marché des détaillants et de l'Internet, et ce n'est pas anormal. Quand on parle du coup de pouce vélo, forcément, les détaillants ont pris leur part de marché de ce coup de pouce vélo qui a effectivement boosté, augmenté significativement la vente de pièces et d'accessoires. Voilà pour les éléments, si vous voulez, généraux du marché. Alors, on va rentrer dans la deuxième phase de cette présentation, et là, on va faire une concentration sur les vélos à assistance électrique. Donc, les prochaines présentations et les prochains chiffres sont focalisés principalement sur le vélo à assistance électrique. Voilà le chiffre que beaucoup d'entre vous attendaient, 514 672 vélos vendus. Je rappelle que nous parlons du marché du retail, d'accord ? Donc une croissance de 29%. Pour vous rappeler, pendant les 10 dernières années, la croissance moyenne annuelle était de 25%, d'accord ? Donc on est dans un phénomène d'accélération de la croissance. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne si vous regardez les dernières années, d'accord ? Donc ce qui augure, franchement, une bonne perspective pour l'avenir, mais on en reparlera. Si on regarde au niveau de la valeur, eh bien, on constate que globalement, nous avons passé le milliard d'euros avec les vélos à assistance électrique, croissance exceptionnelle de 58%, on peut se féliciter, et une part de marché de 56%. Donc, pour la première fois encore, si vous voulez, le marché des vélos à assistance électrique en valeur vient de dépasser le marché des vélos classiques en valeur. C'est la première année que ça se produit. Ce qui veut dire qu'avec une telle croissance depuis un certain nombre d'années, si on continue effectivement sur cette tendance, l'effet, comme on a passé les 50%, l'effet de la croissance des VAE va s'augmenter globalement sur notre industrie. On a aussi un chiffre de prix de vente moyen, s'il vous plaît, juste revenez en arrière. On a un chiffre moyen de prix de vente qui est de 2079 euros. C'est tout à fait exceptionnel. Et là, je voudrais mentionner deux commentaires particuliers. 21% d'augmentation, c'est beaucoup. Alors, ça se scinde finalement en deux parties. Une première partie qui est liée, et je l'avais déjà mentionné l'année dernière, et c'est une chose importante pour notre marché, c'est l'amélioration des spécifications de ces vélos à assistance électrique. Plus de moteurs pédaliers, plus de freins hydrauliques,
plus d'options sur les vélos qui font que le prix moyen, globalement, augmente. C'est-à-dire les Français commencent à comprendre qu'effectivement, un bon vélo, quand on l'utilise, il faut avoir une spécification qui est en phase avec le taux d'utilisation. Un deuxième phénomène de cette augmentation, c'est en fait l'équation entre la demande et l'offre. Quand la demande est soutenue, vous ne faites pas de prix barré, vous ne faites pas de promotion. Et en fait, en 2020, comme on a couru un peu tout le temps après les vélos, nous n'avons pas fait de promotion, l'industrie n'a pas fait de promotion, et forcément, vous avez un impact naturel sur le prix de vente. Voilà. Alors, si on regarde cette répartition des VAE, on est toujours dans les vélos à assistance électrique. En termes des segments, on constate finalement la répartition suivante. Donc, vous avez sur l'axe des X les quantités en milliers de vélos et sur l'axe des Y les segments de vélos. Bien sûr, le vélo de ville est toujours prédominant. Ça n'est pas surprenant. C'est par là qu'est entré en France le vélo à assistance électrique et il faudra un certain temps pour que les autres segments le rattrape. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez 3 segments qui finalement ont un taux de croissance, les 3 premiers segments les plus gros, qui représentent finalement 90% des VAE, donc les vélos de ville, les VTT et les VTC, représentent 90% avec une croissance de 23%, c'est quand même assez important. Et puis les 3 petits segments, d'accord, plus petits en volume, mais qui ne sont pas petits en croissance, puisque leur croissance moyenne est de 165%, donc plus de 2,5 fois, la route, les vélos pliants et les vélos cargo. Donc on a une bonne dynamique dans l'ensemble des segments. À partir de là, juste un point notable sur les vélos cargo. Le vélo cargo à assistance électrique, on en a vendu presque 4 fois plus que l'année dernière, donc une véritable croissance de cet usage, qu'il soit d'ailleurs pour les marchandises ou pour les enfants. Si je fais juste un petit parallèle avec l'Allemagne, en Allemagne cette année, enfin en 2020, il s'en est vendu 78 000 VAE cargo à assistance électrique. Vous comprendrez assez vite le potentiel de croissance que nous avons dans ce segment-là. Et je vous garantis que dans quelques années, ce segment fera plutôt 50 000 que 11 000 VAE. Voilà. Alors, ensuite, quelle est finalement excusez-moi, la répartition de ces ventes de vélos à assistance électrique par canal de distribution? Donc là, on va avoir une approche similaire à celle qu'on a eue pour l'ensemble du marché. Donc, si on regarde en valeur, ce milliard 70 d'euros, avec une croissance de 58%, encore une fois, on voit que plus de 3/4 de ce marché passe par les détaillants, qui ont, eux, sur ce marché, une croissance de 64%. Donc, 6 points de plus que le marché national. C'est tout à fait exceptionnel. Même phénomène par rapport aux grandes surfaces sportives, 17% du marché, mais une croissance très honorable de 33%, mais inférieure à la moyenne du marché. Et puis les autres segments qui ont des croissances très soutenues, mais bien évidemment dans des proportions de part de marché qui sont moindres. Si on a la même approche au niveau du volume, donc nos 514 672 vélos à assistance électrique, avec une croissance de 31% au niveau national, exactement le même phénomène. D'ailleurs, les détaillants sont parfaitement en phase avec cette croissance, c'est 57% de part de marché. Encore une fois, les enseignes multisports sont légèrement en retrait, même s'ils ont une belle croissance de 18%, mais légèrement en retrait par rapport à la moyenne nationale. Et peut-être là aussi, on observe le même phénomène de pénurie pendant quelques semaines de ces vélos, parce que ce sont des vélos, et nous le verrons plus tard, ce sont des vélos qui globalement ont un prix d'entrée qui est inférieur au prix moyen des vélos vendus par les détaillants. Alors justement, ça introduit la slide suivante qui parle justement des prix moyens par type de vélo, par segment de vélo, et puis par enseigne. Donc là, globalement, on est toujours dans la même fourchette de vélos. On trouve des vélos à 500 € et des vélos à 10 000 €. D'accord ? Prix moyen 2 079 € avec une croissance de 21%. Globalement, tous les segments augmentent. Bon, il y a des plus et des moins par rapport à ces augmentations, mais globalement,
c'est lié aux différentes options, aux différentes marques, et puis au mix dans les différents segments. Mais globalement, tous les canaux de distribution voient leur prix moyen de vente augmenter, donc ce qui correspond vraiment à l'ensemble du marché. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse des vélos à assistance électrique, et là, je vais revenir maintenant sur l'ensemble du marché pour vous parler un peu des répartitions par segment, volume-valeur, et pour vous parler aussi des niveaux de prix, incluant les vélos classiques, donc non électriques. Donc, cette croissance, elle est portée évidemment sur l'ensemble des vélos, qu'ils soient à assistance électrique ou non. D'accord ? Alors, globalement, je ne vous en ai pas parlé jusqu'ici. Les vélos classiques, et vous le voyez en partie sur la partie gauche de ce slide, une croissance consolidée de 1,7%, avec la croissance des VAE de 31%, finalement, la croissance des vélos à assistance électrique est légèrement négative, à moins 3%. D'accord ? Par contre, le prix moyen des vélos a légèrement augmenté. Alors, on voit ici que finalement, les vélos à assistance électrique, exactement comme l'année dernière, alors même si on a quelques phénomènes au niveau des vélos pliants, finalement, compensent la décroissance des vélos traditionnels. Et c'est pas anormal du tout. C'est que les gens qui achètent un vélo à assistance électrique ne vont pas non plus acheter en même temps un vélo classique. D'accord ? Tout ça pour dire que de toute façon, on ne doit pas s'attendre à une baisse significative des vélos classiques. D'accord ? Je pense que cette baisse sera progressive. Le VAE ne remplacera pas le vélo classique. D'accord ? Mais par contre, il va poursuivre sa croissance. Alors, si on regarde au niveau des prix moyens, donc là, on constate effectivement, globalement, il n'y a qu'un seul chiffre que vous voyez en rouge, c'est-à-dire négatif en termes de croissance, et c'est le canal de distribution de l'Internet. Alors pourquoi ? L'explication, elle est relativement simple. Elle est liée en fait au mix des vélos qui étaient vendus sur Internet. Globalement, sur Internet étaient vendus principalement des vélos haut de gamme et à haute spécification. D'accord ? Et là, il y a un certain nombre de vélos à des prix inférieurs qui se sont vendus et le mix résulte dans une baisse du prix moyen de vente par ce canal de distribution, ce qui n'est pas le cas globalement dans les autres segments. Donc on constate globalement que sur l'ensemble des segments, on a une augmentation des prix. Donc à noter, plus 6% d'augmentation des prix des vélos traditionnels, ce qui fait un vélo traditionnel à 394 € pièce au niveau national, d'accord, ce qui est relativement faible en Europe, mais ce qui n'est pas surprenant quand on regarde la structure de notre marché, avec une prépondérance pour ces vélos traditionnels tout de même, des grandes surfaces sportives. Voilà, donc j'en ai fini pour les chiffres du marché. Je vais maintenant ouvrir une section par rapport à notre production en France, l'assemblage en France. Donc vous avez ici une slide qui vous montre qu'en 2020, on a produit 660 690 vélos. Alors, bien sûr, c'est une estimation, mais qui a été faite directement avec les assembleurs en France, d'accord ? Donc, elle est assez exacte. Ce qui est intéressant de remarquer sur cette slide, c'est que finalement, sur ces 660 000 vélos assemblés en France, vous en avez 261 000 qui sont des VAE. Donc, si on regarde la proportion des vélos qui sont assemblés en France par rapport aux vélos vendus, s'il vous plaît, revenez un peu en arrière, qui sont vendus en France, on constate quoi ? On constate finalement qu'il y a moins de 1/5 des vélos traditionnels qui sont fabriqués en France. Par contre, vous avez pratiquement la moitié des VAE qui sont assemblés en France. Alors bien sûr, vous me direz, je fais abstraction des importations, des exportations. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que globalement, en France, on se focalise globalement et on se focalisera de plus en plus sur le vélo à assistance électrique. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée d'un vélo à assistance électrique est beaucoup plus importante que celle sur un vélo traditionnel. Et donc, les assembleurs profitent de cette opportunité et ils ont bien raison pour assembler ces vélos à assistance électrique en France. Et récemment, vous avez pu voir dans la presse un certain nombre d'annonces de personnes qui autrefois
importaient des vélos, qui aujourd'hui se mettent à les fabriquer en France, de personnes qui fabriquaient une partie d'assemblage et qui commencent à poursuivre leur assemblage. Et tout ça est très positif pour nos emplois et globalement pour la valeur ajoutée en France. Alors à partir de là, si je reviens sur la présentation, effectivement, on montre ici les volumes d'importation et les volumes d'exportation. Alors, ce qui est notable dans les importations, globalement, une croissance de 4%. Alors, quand vous avez un marché qui croît de 25 ou de 31, pardon, de 29% en volume, en comparaison avec des importations qui croissent de 4%, vous vous dites finalement, effectivement, ce n'est pas en rapport. Mais ce n'est pas non plus anormal. Par contre, ce qui est tout à fait notoire, c'est l'origine de ces vélos. En fait, on se rend compte que globalement, plus de 60% de l'origine de ces vélos viennent d'Europe. Et ça, c'est très satisfaisant. Parce que c'est le résultat de nos actions, nous, lobbying vélo, par rapport à la Chine, d'avoir mis en place depuis de nombreuses années l'antidumping chinois pour les vélos traditionnels et depuis 2019, l'antidumping des vélos à assistance électrique. Eh bien, l'effet, il est clairement là. Augmentation de la valeur ajoutée en France et diminution des importations. Si je regarde par rapport à l'export, bien évidemment, quand on a un marché national qui globalement a une demande très forte, eh bien on exporte moins et ce n'est pas anormal de voir une baisse globalement des exportations. Ça changera, j'en suis persuadé. Là, on peut regarder aussi, c'est intéressant de voir que globalement, presque 80% des exportations sont vers l'Europe. C'est très satisfaisant. Voilà, dernière chose que je voudrais dire à partir de là, c'est que nous avons questionné ces assembleurs en France. Et nous leur avons demandé finalement, quelle est votre prévision par rapport à 2021 ? Que prévoyez-vous d'assembler en 2021 ? Eh bien, la réponse, elle apparaît là. Plus de 40% par rapport à ces 660 000 vélos. Donc ça, c'est une information, bien évidemment, qui était dès le début de l'année. Donc c'est vraiment intéressant de voir l'ambition de nos assembleurs en France, c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté à augmenter la valeur ajoutée française. Je pense particulièrement au niveau des VAE, mais bien entendu aussi au niveau des vélos classiques. Et ça me donne une excellente transition pour la dernière partie de notre présentation par rapport aux perspectives 2021 et au-delà. Alors, si les assembleurs pensent qu'il y a une forte croissance en 2021, c'est qu'ils y croient, ou alors c'est qu'ils ont reçu les commandes pour ça. D'accord ? Et alors, si je vais maintenant vous présenter un tableau, un schéma que j'avais présenté en 2017. C'était la première fois en 2017 que je vous présentais ce schéma-là. Je vous rappelle les axes d'abscisse et d'ordonnée parce que c'est important de bien le comprendre. Les axes des ordonnées, c'est la pénétration, le taux de pénétration du VAE dans l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui 19% de VAE en volume par rapport au marché total. Donc on voit la France ici à 19%, le point bleu qui est d'ailleurs avec l'axe des abscisses, le nombre de VAE vendus, 500 000, un peu plus de 500 000. Donc vous avez la position de la France. En 2017, la France était à 255 000 exactement VAE vendus et à peu près à 9%. Donc on voit le schéma parcouru. Quand vous regardez la Belgique et la Hollande, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que globalement, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt augmenter le taux de pénétration des VAE. Et ils sont passés jusqu'à 50% de pénétration des VAE dans leur marché. Tout à fait exceptionnel. Mais ça nous donne quoi ? Ça nous donne une référence. Et que globalement, en France, il n'y a aucune raison que dans les années à venir, nous n'arrivions pas à ce taux de pénétration des VAE dans notre marché. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui était à 720 000 en 2017 est passée aujourd'hui pratiquement à 2 millions de vélos avec un taux de pénétration du VAE de 40%. La conclusion de tout ça, c'est quel est notre potentiel ? Eh bien, moi, je vous dis qu'en 2025, notre potentiel, il est entre 1 million et 1,5 million de vélos. En 2017, je vous avais dit 2025. Aujourd'hui, je vous dis entre 1 million et 1,5 million.
Et en 2030, puisque nous avons travaillé à l'Union Sport et Cycle et d'ailleurs au niveau européen, nous avons travaillé sur la prévision 2030, eh bien nous sortons du cadre. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Nous sortons du cadre en 2030. Eh bien moi, je voudrais féliciter la profession, messieurs, parce que on a une perspective qui est tout à fait intéressante. Alors attention, attention, ne soyons pas trop optimistes et restons raisonnables, parce que nous avons devant nous un certain nombre de challenges. Alors je vais juste finir la dernière slide que je voudrais vous montrer. D'ailleurs, je vous l'avais déjà montré puisque c'est celle de l'année dernière. Ça, c'est ce que j'avais prévu l'année dernière. Vous voyez ce creux de 2020. Eh bien oui, je me suis effectivement trompé, non pas sur le creux, parce que le creux a existé. Là où je me suis trompé, c'était sur le fait de notre capacité à finalement compenser cette perte. Et je vous montre aujourd'hui le schéma mis à jour. D'accord ? Et ce schéma mis à jour, il ne montre pas un creux, il montre une bosse. Bien sûr, notre taux a augmenté, qui génère les chiffres. Alors, je voudrais juste mettre en perspective, parce que c'est ça qui était finalement important pour nous tous, c'est mettre en perspective ces très bons résultats par rapport à la vie actuelle de tous les jours de nos industriels en France. Tous les jours, nous nous battons pour obtenir les composants que nous avons commandés et qui ont été accusés réception il y a plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a anticipé sur la demande, d'accord, plus 40%, on l'a réellement anticipé, on a passé nos commandes, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos fournisseurs, d'ailleurs, qu'ils soient européens ou asiatiques, il y en a encore beaucoup des asiatiques, d'accord, eh bien, glissent leurs délais. La conséquence de tout ça, c'est que globalement, notre travail, excusez-moi, au lieu de finalement se concentrer sur la production, eh bien, on est concentré sur se battre quotidiennement pour obtenir ces composants. Est-ce que ça va générer une pénurie? Je réponds tout de suite à la question. Ne la posez pas. Cette question n'existe pas. Nous ferons face. Nous ferons face. Il y a des vélos dans les magasins et les personnes autour de la table pourront nous le confirmer. Vous avez des vélos dans les magasins. Par contre, nous aurons des difficultés d'approvisionnement et donc ça va créer une légère tension. Mais pas d'inquiétude, allez dans les magasins, achetez vos vélos. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'ai eu grand plaisir à partager ces instants avec vous. Je vais rester bien évidemment pour la session questions-réponses. Ce que je voudrais, c'est passer maintenant la parole à Patrick Guinard, qui va nous parler de deux sujets très intéressants. Et je lui laisse le soin de vous les présenter et de les découvrir. Merci Patrick. Merci Jérôme pour toutes ces informations importantes et atypiques, on peut le dire, et pour soutenir ce marché, parce que même si il est en pleine croissance, en permanence, il faut penser à le soutenir. Et un des freins pour le vélo, c'est avant tout le vol. Et donc, il a été décidé par l'État, dans le cadre du plan national vélo, de créer un fichier unique national d'identification. Et ce fichier national unique d'identification a été confié à une association qui s'appelle l'APIC. L'APIC qui veut dire Association pour la promotion de l'identification des cycles et de la mobilité active. Cette association, et c'est ça qui est incroyable, a été créée entre des industriels, des commerçants et des usagers. Oui, dedans, l'association, les membres fondateurs sont la FUB, la Fédération usagers de la bicyclette, et l'Union Sport et Cycle. Nous sommes très fiers de ça parce que ça va permettre à chacun de nous d'avoir moins la crainte de se faire voler le vélo, mais surtout, de lutter contre le recel et aussi de pouvoir récupérer son vélo. Comme les chiffres l'indiquent, il y a à peu près 300 000 vélos de volés chaque année, mais il y a 100 000 vélos retrouvés. Mais le problème, c'est qu'il y a très très peu de vélos restitués. Et grâce à l'identification de votre vélo, on pourra retrouver le propriétaire parce que les forces de l'ordre auront la capacité, les moyens nécessaires d'avoir exactement vos coordonnées pour pouvoir vous appeler et dire « j'ai récupéré votre vélo ». C'est une avant-première mondiale et ça, c'est important. Et ça, tout ça, c'est grâce aussi à, je voudrais le féliciter parce qu'il
il nous aide beaucoup, à monsieur Thierry Ducrest, qui est le coordinateur interministériel vélo, on peut dire monsieur vélo de l'État, qui en permanence nous aide sur ce sujet-là. Et donc, pour lutter contre le vol, il y a 5 opérateurs qui ont été nommés. Ces 5 opérateurs ont été nommés dernièrement. Hein. La loi nous dit que l'identification des vélos est obligatoire par les commerçants depuis le 1er janvier 2021. Et pour les vélos neufs et pour les vélos d'occasion le 1er juillet 2021. Donc, il y a 5 opérateurs à votre service que vous voyez sur la slide qui sont Bicicode, qui a été le premier opérateur qui a lancé ce phénomène. Il y a Paravol, Recobike, MFC, qui est l'industriel manufacture française du cycle, Auvray Security et aussi en cours Decathlon qui va devenir opérateur, je peux le dire, très prochainement. Donc voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez aller sur apic-asso.com pour voir si votre vélo, s'il a été identifié bien sûr, dans quel statut il se trouve. Parce que vous avez plusieurs statuts, le statut en service, volé malheureusement, perdu, hors d'usage ou détruit, en recherche de propriétaire, en vente ou en sortie d'atelier. Vous avez plusieurs statuts, plusieurs vies de votre vélo. Donc ça, c'est vraiment important pour continuer l'usage du vélo. Je vais passer aussi après maintenant, je répondrai tout à l'heure aussi aux questions sur ce sujet, je vais passer maintenant à la slide suivante. Jérôme, tu l'as dit tout à l'heure fort justement, concernant mais à vélo. Oui, le vélo doit être soutenu, l'usage du vélo doit être soutenu et grâce à Madame la ministre Elisabeth Borne qui avait lancé l'idée en juin 2020 de faire une fête du vélo, ben, il y a une coordination qui a été créée autour de ça, une coordination avec la ville, club des villes et territoires cyclables, la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, Vélo et Territoire, les femmes en mouvement, bien sûr la FUB, et aussi soutenue par la F3V, le CNPA, et avec aussi un soutien très très fort de l'État, que ce soit du ministère de la Transition écologique, que ce soit aussi du ministère des Sports et aussi du ministère des Transports et l'ADEME. Avec cette coordination, nous avons décidé tous ensemble de lancer une grande fête du vélo qui va s'appeler « Mais à vélo », se mettre à vélo. Oui, c'est vrai que les chiffres, Jérôme, sont formidables, ils évoluent, mais en France, nous n'avons pas encore complètement la culture vélo. Comme je dis souvent, on a la culture du Tour de France, mais on n'a pas la culture du vélo. Et ça, mais à vélo, ben, on souhaite donner une certaine culture du vélo et de pouvoir faire la promotion de l'usage du vélo tous ensemble. Donc, dès le 1er mai, il y aura plein d'actions un peu partout en France qui va fêter la fête du vélo du mois de mai et jusqu'en juin. Allez, soyons fous, parce qu'avec ces moments de doute et ces moments où chacun de nous espère sortir bientôt partout, eh bien, allons jusqu'au bout, faisons mai à vélo jusqu'en juin et que ça soit une fête pour chacun. Il faut soutenir le vélo, on soutient le vélo et pour présider ce comité de mai à vélo, nous avons Pierre Cerne et Olivier Schneider. Donc, merci à tous pour ce soutien permanent du vélo. Merci Patrick, merci bien. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions et bien sûr aux réponses. Donc, nous sommes 4 pour répondre à toutes vos questions et nous avons choisi d'inviter un animateur hors pair que vous connaissez très très bien et qui a une grande expertise dans la matière. C'est Virgile Caillet, notre délégué général à l'Union Sport et Cycle. Virgile, je te passe la parole avec l'ensemble des questions que tu as
récoltés depuis le début de cet observatoire. Oui, merci Jérôme. Alors, vous êtes plus de 350 à nous suivre et évidemment, ça génère pas mal de questions. Je vais essayer de les structurer. On va commencer peut-être par une question sur les pièces et accessoires. Il y a pas mal de questions autour de ce domaine-là et assez naturellement, je pense qu'on peut poser la question à André Guettem, qui est le président de la commission cycle et mobilité active de l'Union Sport et Cycle. On me demande s'il y a des chiffres sur la production des composants et ce que pèse l'Europe sur ce marché. C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est à l'instar un peu de l'exercice qu'a pu faire Jérôme sur les perspectives des vélos, est-ce qu'on a des perspectives sur cette catégorie pièces et accessoires? Oui. Bonjour à tous. Alors, la première partie de la question, je vais devoir sortir mon premier joker. Non, on n'a pas de chiffres sur l'Europe. On peut essayer de récolter les informations, mais là, maintenant, à l'instant T, je n'ai pas les chiffres. Néanmoins, il faut regarder les choses en face. Une bonne partie des pièces et accessoires viennent d'Asie, de Chine, de Taïwan, du Japon, mais essentiellement là, il y a des productions en Europe, bien évidemment, mais c'est sûr qu'une grosse partie vient d'Asie, y compris pneumatiques, etc. C'est aujourd'hui... on le voit bien et que les difficultés à réserver des conteneurs, etc., se perçoivent sur l'alimentation et sur les pièces plus que sur la partie d'assemblage. Ouais. Alors, une question que je vais poser à Denis Briscadieu, qui est avec nous en duplex, hein, c'est un petit peu le terme technique qu'on peut employer. Denis, une question sur la définition du vélo de ville. Alors, j'espère que ce n'est pas une question piège. On nous demande effectivement ce qu'on a vu dans les diapositives présentées par Jérôme. Il y avait des VTT, on sait très bien, des VAE, des vélos à assistance électrique. On sait très bien qu'un certain nombre sont utilisés à la ville. Et il y avait une autre catégorie vélo de ville. Donc, Denis, quelle définition nous pourrions donner à cette catégorie des vélos de ville? Oui, bonjour à tous. Voilà 20 ans que nous travaillons sur cette arborescence et cette classification de tous les vélos. Et je pense que nous avons aujourd'hui une arborescence qui est la plus claire de toutes celles que nous avons travaillées depuis 2 décennies. Et même avant de répondre sur les vélos de ville, nous avons avec André et Jérôme cette année travaillé sur les futures classifications des vélos électriques, puisqu'on voit apparaître le cargo, le pliant, la route, qui étaient cumulés dans un amalgame de vélos électriques il y a quelques années. Donc le vélo de ville, c'est un 26 ou un 28 pouces, c'est un vélo essentiellement col de cygne ou mixte ou homme ou dame, qui est équipé de garde-boue, de porte-bagages, d'éclairage forcément, et qui se limite à si je peux dire limité, à un usage urbain et périurbain, ne traverse pas des chemins, sinon c'est un VTC, et peut avoir des suspensions par contre, et peut être forcément classé soit en vélo classique, soit en vélo électrique. Ce n'est pas le fourre-tout, au contraire, ce n'est pas le fourre-tout. Le vélo de ville est resté le vélo classique utilisé pour le déplacement, pour une activité loisir et un usage quotidien et de petits formats. On ne peut pas traverser la France avec un vélo de ville. Ce sont des vélos qui sont forcément équipés, souvent avec une béquille. Et donc qui ont un poids légèrement supérieur, un VTC un peu plus sportif ou un VTT ou un vélo de route bien entendu. Merci Denis. Répondre aussi si jamais j'ai oublié des choses. Merci Denis. Une autre question, je vais me tourner vers Jérôme Valentin. On a évoqué, c'est je crois la première fois où on parle de la production en France, de l'exportation. On a évoqué la notion des assembleurs en Europe. Qu'en est-il de la fabrication des cadres et des pièces? J'espère que ce n'est pas une question piège et je sais que c'est un sujet qui nous mobilise un peu au sein de l'Union. Est-ce que les grandes marques de vélos européennes ne pourraient pas tenter de s'unir pour proposer une concurrence aux entreprises asiatiques, notamment sur les composants, cadres, etc. Alors, merci Virgile de poser cette question. C'est réellement une question piège, hein, soyons très clairs. À partir de là, oui, en fait, ça existe. Aujourd'hui, il y a une mobilisation des grands fabricants de vélos européens qui se penchent sur la question
de fabriquer, de remettre en Europe de la valeur ajoutée, non seulement au niveau des composants, mais au niveau des cadres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'industrie est partie en Asie du vélo, globalement parce que l'industrie du cadre est partie. D'accord? Et donc, on est en droit de penser que globalement, si on fait revenir l'industrie des cadres, la fabrication des cadres en Europe, eh bien, globalement, les équipementiers, comme on pourrait les appeler dans notre jargon, vont revenir. Franchement, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui ne sont pas encore disponibles pour les volumes nécessaires, les coûts nécessaires et la compétitivité, mais vous avez des initiatives au Portugal, vous avez des initiatives dans un certain pays de l'Est, d'accord, pour effectivement, alors j'aime pas trop le terme de réindustrialiser, pour industrialiser, pour créer de la valeur ajoutée en Europe et notamment en France, bien évidemment, et c'est effectivement cette initiative de refaire un cadre en Europe ou en France qui va redonner de la valeur ajoutée aux composants puisqu'ils vont suivre ce mouvement. D'accord ? Donc ça existe, c'est démarré. L'échéance, parce que c'est la prochaine question piège que vous allez me poser, M. Virgile, l'échéance, c'est globalement à peu près 3 ans. D'accord ? Dans 3 ans, moi je ne serai plus là, donc c'est facile, mais globalement, dans 3 ans, nous aurons des cadres fabriqués en Europe. C'est noté, et on retrouvera les chartes comme chaque année. On saura s'en souvenir. Une question un peu nostalgie, et je me tourne plutôt vers Patrick. Est-ce que ces productions 2021, alors je la pose parce que je la trouve vraiment sympathique et pleine de nostalgie. Est-ce que les projections 2021-2022 tiennent compte du retour de Mercier en France ? Moi, je peux répondre juste sur un point, si je peux me permettre. Sur la partie production en France, oui. Très bien. Voilà. C'est une marque symbolique quand même, Mercier. Absolument. C'est une belle marque et je trouve que c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a des investisseurs qui viennent sur la France pour fabriquer des vélos, pour assembler des vélos. Et c'est la preuve que le marché du vélo est un marché dynamique et qui crée des emplois en France. Et ça, je crois que c'est important. Il n'y a pas que la vente de vélos, c'est surtout de la création d'emplois. On l'a vu déjà avec Coup de pouce vélo, tous les techniciens qui ont été embauchés pour répondre à la demande. Et là, il y a vraiment un réel engouement pour l'emploi dans le vélo. Et l'avantage qu'il y a dans ce métier du vélo, c'est que vous avez toutes sortes de métiers possibles. Et là, c'est bien qu'une marque comme Mercier ou d'autres qui arrivent, on entend des vieilles, Dilecta, des marques, voilà, des nouvelles marques qui arrivent aussi. Cette résurgence des marques iconiques comme ça, Jérôme, c'est un bon signal pour cette industrie du cycle. Oui, c'est un excellent signal, il n'y a aucun doute. C'est une excellente initiative et elle n'est pas la seule. Hein. Et bien sûr, on parle de celle-là parce qu'elle est significative, mais ça n'est pas la seule. Alors, je voudrais faire juste deux commentaires additionnels. Un premier qui est lié à la question précédente. D'accord ? Je voudrais mentionner aujourd'hui, ici, que vous avez en France, par rapport à la fabrication des cadres, 40 fabricants de cadres artisanaux. D'accord ? Il ne faut surtout pas les oublier. Ces gens-là fabriquent entre 50 et 150 cadres par an. Mais je pense que c'est important de le savoir. Globalement, il y a un véritable savoir-faire en France et on parle très peu d'eux parce que, bien évidemment, 4000 vélos sur l'ensemble des 2,7 millions, ce n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, bravo messieurs. Et si je peux vous passer un message, félicitations par rapport à vos actions et à votre persévérance pour fabriquer ces vélos qui sont tout à fait made in France. Le deuxième commentaire que je voulais faire, il est effectivement par rapport aux marques, c'est que globalement, à l'Union Sport et Cycle, on reçoit plus d'une fois par mois la demande d'une nouvelle marque de vélo par rapport à des Français ou des Européens. C'est quand même très significatif et c'est un signe qui me permet d'apporter un élément de réponse à votre question, c'est que globalement, il y a un bouillonnement, d'accord, très très important au niveau de cette industrie qui ne demande qu'à s'éclore. Voilà.
Très bien, et ça a répondu à une de mes questions sur les fabricants de cadres et de composants français, donc très bien. Une question double à la fois pour André et à la fois pour Denis. Je suis désolé, c'est encore un peu une question piège, mais comme je sais que vous mettez beaucoup les mains dans cet observatoire, quand aura-t-on des chiffres ou des estimations sur les vélos d'occasion ? Patrick le disait tout à l'heure à propos de l'APIC, depuis le 1er janvier, identification obligatoire pour les vélos neufs. À partir du 1er juillet, obligation d'identification pour les vélos d'occasion. Donc voilà, à la fois pour Denis, à la fois pour André, quand est-ce qu'on aura des chiffres, des estimations du vélo d'occasion ? Ouais, je veux bien prendre le risque de répondre. Non, ça fait partie des pistes d'amélioration ou pour compléter un peu notre observatoire. L'occasion est un morceau, la location en est un autre, et les vélos en libre service, et enfin les flottes d'entreprises, etc. Et dans le vélo d'occasion, je pense que ce sera probablement un peu tôt en 2022 pour l'année 2021, mais on aura des informations et des chiffres à donner en 2023 sur le marché 2022. Alors, ce sera le marché de l'occasion de vélos vendus par des professionnels. Ce qui se passe de gré à gré entre consommateurs, là, ce sera plus difficile. Hein. On va être pragmatique. Okay. Voilà. Denis, peut-être un complément, puisque tu es confronté évidemment directement à ce marché de l'occasion. Oui, en fait, pour répondre précisément, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'estimer ce marché. Juste, tous les magasins de détail ont la possibilité de reprendre et de revendre les vélos d'occasion. Donc, ils peuvent être déterminés dans leur chiffre d'affaires d'une façon séparée et on peut les comptabiliser. Ensuite, il faudra questionner ou estimer tout ce qui se vend sur les plateformes numériques. Et ensuite, grâce à l'APIC, d'ici 2023-2024, on aura un contrôle précis du nombre de vélos échangés entre consommateurs ou repris entre le B2B et le B2C. Donc il faut attendre encore quelques années, mais le marché de l'occasion devient aujourd'hui très important, surtout en période de pénurie. Et il suffit de regarder sur les plateformes françaises de très haut niveau le volume proposé et commercialisé au quotidien entre consommateurs. Et Denis, tu vas garder la parole parce que j'ai aussi une question à laquelle tu pourrais répondre. C'est à propos du textile. Parce qu'on a vu évidemment qu'il y avait un développement important de la vente de vélos. Alors si ce n'est, en volume, c'est relatif, mais néanmoins, on voit que les usages sont en train d'évoluer. Quid de ces équipements textiles, les équipements du cycliste? Comment ça se passe donc dans la distribution? L'offre s'est énormément multipliée depuis un peu moins de 5 ans. Il y a bien entendu des marques historiques référentes qui fournissent le retail et le web avec un marketing approprié, des produits très techniques, hiver-été, hommes-dames, et qui permettent donc à tous les cyclistes, loisirs ou sportifs de haut niveau, de s'équiper. Et puis, il y a depuis une dizaine d'années de nouvelles modes qui se sont créées, principalement initiées par des anglo-saxons, qu'ils soient purement anglais, sud-africains, australiens ou nord-américains, de nouveaux designs, de nouvelles façons de commercialiser le textile qui paraissent très intéressantes, très complémentaires par rapport aux marques historiques. Ce qui est très intéressant, c'est de voir des photos d'aujourd'hui de cyclistes trentenaires qui utilisent un gravel, un vélo de route, qu'il soit en acier ou en carbone de très haut de gamme, et les mêmes photos de ces mêmes consommateurs cyclistes il y a une quinzaine d'années, ils ne sont plus habillés pareil. Et si nous avons été un peu provoqués par la nature de nos vêtements portés il y a une quinzaine d'années dans des pelotons, aujourd'hui, on peut considérer que c'est des pelotons très à la mode, des pelotons avec des couleurs très novatrices et qui, justement, revalorisent et ennoblissent la consommation de textiles maintenant de vélo avec des produits extrêmement techniques.
Merci Denis. Une question, il m'en reste encore quelques-unes, mais on va essayer de rester dans l'heure qu'on avait définie. Une question pour Patrick. Patrick, je sais que effectivement, au travers de l'APIC, au travers de Mai Vélo, vous participez à de nombreuses réunions avec les pouvoirs publics, notamment Thierry Ducrest. On a une question sur le point à date, sur les intentions et les projets en matière d'équipement. Parce que plus de vélos, plus d'utilisation au quotidien, quid des abris, des garages, du gardiennage, tous ces éléments qui finalement sont complémentaires de la lutte pour le vol et le recel. Est-ce que c'est des sujets que les pouvoirs publics commencent à appréhender? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que les pouvoirs publics, ils ne commencent pas à appréhender, c'est qu'ils l'appréhendent depuis déjà un certain temps. Et avoir, par exemple, à la sortie du premier confinement, avec toutes les coronapistes qui ont été faites, ça a été nommé comme ça. Après, on peut dire qu'on les a nommées pistes de transition, et puis maintenant, on peut presque dire des pistes permanentes. Donc, c'est la preuve que les pouvoirs publics, les collectivités mettent beaucoup d'argent et d'efforts pour l'usage du vélo, pour sécuriser aussi l'usage du vélo. Et c'est sûr que quand on parle de sécurisation de l'usage du vélo, il y a aussi le parking du vélo, parce que c'est aussi important aujourd'hui. Avoir son vélo, faire du vélo taf et arriver à son entreprise où on ne peut pas parquer son vélo et le sécuriser, c'est aussi un problème. Et aussi chez soi, surtout dans les maisons, plutôt dans les immeubles, il est prévu aussi dans la loi logement de pouvoir avoir un minimum d'un pourcentage pour les garages, les parkings à vélo. Et il y a vraiment de la part du ministère de la Transition écologique et Madame la ministre Barbara Pompili, un effort de fait de plus en plus vers le vélo. La preuve, il y a ce qui est prévu, c'est dans la loi de la transition écologique d'avoir 200 millions d'euros pour justement le vélo. Et donc, je crois que c'est important. Et oui, l'État a bien compris que le vélo est le transport de demain. Alors, je suis désolé Patrick, une petite question piège, on n'est pas obligé de répondre, mais on nous interroge, est-ce qu'il y aura à nouveau des aides du gouvernement à l'achat des VAE? On avait vécu le fameux bonus, ensuite effectivement ce sont beaucoup les collectivités locales et territoriales qui ont pris le relais. Est-ce qu'on pourrait voir arriver une annonce prochaine du gouvernement autour de dispositifs de ce type-là, incitatifs? Alors, c'est une question tout à fait piège, donc bravo. En sachant qu'à ma connaissance, je ne fais pas partie du gouvernement, donc je serais incapable de répondre. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des réflexions, il y a une volonté de soutenir l'usage du vélo. Donc, nous, dans le cadre des lois qui se discutent en ce moment à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui sont en train de se faire et nous espérons bien sûr qu'il y aura toujours un soutien pour l'usage du vélo. Mais là, je suis incapable de répondre et je laisserai peut-être Madame Barbara Pompili y répondre très prochainement à cette question intéressante. André. Pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, il y a les discussions sur la loi climat et il y a eu beaucoup d'initiatives d'un certain nombre d'intervenants pour qu'il y ait des propositions en faveur du vélo dans la loi climat. Mais c'est en cours de discussion. Donc aujourd'hui, rien n'est figé. Il y a les arbitrages du Premier ministre. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais on espère effectivement, peut-être même que le vélo cargo serait une cible. Alors, une double question, André. Un petit mot juste sur le gravel, parce qu'il y a quand même un signal faible sur le gravel. On suit ça évidemment avec attention. Et une deuxième question d'Adrien sur les ventes de home trainer. Alors certes, il s'est passé quelque chose pendant la crise du Covid, ces confinements à répétition, dans une période où les gens avaient envie de rouler, mais quid de ces home trainers avec effectivement, là aussi pour employer un terme à la mode, une forme de tension sur certaines références. Alors, Gravel puis home trainer. Oui, alors Gravel, il y a effectivement une tendance et la progression, en gros, les chiffres du marché ont été multipliés par 5 en une année. Donc il y a une tendance pour le Gravel, c'est très net. On en est au démarrage de l'usage type gravel, qui est un peu entre un vélo de route et un VTT, qui permet de faire
pas mal de choses et de profiter de la nature. Enfin, ça ressemble un peu à du cyclocross, mais c'est plus ludique et c'est plus polyvalent qu'un vélo de cyclocross. Donc, on a vendu en 2020 un tout petit peu moins de 20 000 gravels, ce qui est non négligeable, en dehors des gravels électriques, puisqu'il y en a eu aussi un peu. Mais il y a une forte accélération de ce produit-là, et on voit maintenant toutes les marques, les offres produits sont présentes, et il y a effectivement une tendance. Alors, sur les home trainers, on va être très franc, on n'a pas de chiffres dans l'observatoire sur la partie purement home trainer, mais alors oui, il y a une très forte demande sur les home trainers, et il y a deux grosses tendances. Une très court terme liée au Covid, l'interdiction de pouvoir pratiquer son vélo, et des tas d'autres sports qui ont fait que les consommateurs ont investi dans des home trainers pour pouvoir faire de l'exercice. Et là, effectivement, il y a eu une pénurie de home trainers, on peut le dire. Je ne parle pas souvent de pénurie, mais là, dans ce cas, c'était très vrai. Néanmoins, il y a une deuxième tendance qui est une tendance un peu plus de fond, qui est la pratique de sport en fitness au domicile ou dans des salles, avec des engins maintenant qui sont connectés, qui permettent de faire des compétitions, qui permettent de se comparer, qui permettent de s'amuser à plusieurs, parce que maintenant, avec Internet, on fait toutes ces choses-là. Et là, oui, effectivement, il y a une tendance de fond. On essaiera peut-être pour l'an prochain, oui, si on peut essayer de récupérer quelques chiffres du marché. Je pense que c'est effectivement un créneau qui est très spécifique, mais où il y a une forte accélération de la demande. Alors, on va finir par une remarque et une question pour Jérôme. Alors, une remarque. Jérôme, c'est Isabelle qui nous dit « Messieurs, ne dites plus des cadreurs français, mais il y a une cadreuse au moins à Nevers. » Donc voilà, je tiens à le préciser, merci. Voilà, pour le coup, on est en direct. Non, une question en revanche, je sais que Jérôme, ça vous concerne et ça vous touche, notamment dans la période qu'on a connue. La notion de formation, de personnel compétent dans une période de forte demande, donc de montée en puissance de la production. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet pour la filière et les acteurs de la filière? Oui, bien sûr, c'est un sujet, et souvenez-vous, je l'ai mentionné à un moment donné au niveau du coup de pouce. Il est bien évident que ce développement de l'industrie du vélo, notamment après la livraison des vélos, va impliquer effectivement un besoin significatif de personnel qualifié, de techniciens du vélo, et qui seront de plus en plus, je dirais, compétents, parce que en fait, la technicité des vélos, que ce soit les vélos classiques ou les vélos à essence électrique, nécessite effectivement une montée en compétences de ce personnel. Donc la réponse est tout à fait positive. Nous allons créer des emplois par cette croissance de l'usage du vélo. Et bien évidemment, ça va donner du travail aux organismes de formation. Il y en a en gros 5 aujourd'hui en France, et ils vont devoir se développer parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits en France, il est absolument difficile de trouver des gens qui sont qualifiés. C'est-à-dire, la demande aujourd'hui est très supérieure à l'offre, et ça va nourrir en tout cas une augmentation de l'emploi dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Une dernière question à laquelle vous pourrez répondre les uns après les autres. C'est une remarque où on nous dit 1,7% de croissance en volume des ventes. N'est-ce pas peu par rapport à l'engouement constaté pour la pratique? Et ça renvoie au commentaire de Jérôme Valentin au début en disant qu'il fallait prendre avec beaucoup d'humilité cette saison si particulière, avec certes un engouement sur l'utilisation du vélo comme moyen de locomotion du quotidien, mais qu'il fallait avoir une vision assez prudente malgré tout, même si ce sont des chiffres extraordinaires. Et puis aussi développement de la vente des vélos, mais développement aussi de l'utilisation des vélos en libre service, les coups de pouce vélo, on a rappelé les chiffres. Donc tout ça a évidemment engendré une très forte utilisation du vélo, mais pas une aussi forte augmentation des ventes. J'ai presque fait la question et la réponse, mais les uns et les autres, Vas-y André. C'est une excellente question, et on s'est tous posé la question et essayé de comprendre les mécanismes. Mais néanmoins, il y a déjà un premier élément qui est très important. On a parlé du coup de pouce vélo. Entre 1,9 million et 2 millions de vélos remis en état. Alors, probablement qu'il y a eu de la réparation de vélos qui roulaient déjà, mais on a vu des anciens vélos sortir des garages, des caves, etc., et être remis en état. Donc, dans la pratique du vélo, ce sont des
mettons même que ce soit que 50% des 2 millions qui soient des vélos qui ne servaient plus, qui ont à nouveau servi, c'est 1 million de vélos. C'est énorme. Donc, vous voyez que sur cette partie-là, il y a ensuite tout ce qui est les vélos libre-service. Et on a vu se développer, il y en a partout. On est ici à Paris, mais dans toutes les grandes villes, on a ces choses-là. Donc, c'est le deuxième point important. Et le troisième, on est dans un marché avec une tendance, des tendances de fond qui sont porteuses. Et donc, le marché va continuer. Il ne va pas baisser. On va continuer à croître. Alors, bien sûr, peut-être 5%, peut-être 4%. Voilà, mais de façon continue, on espère et on est convaincu qu'il y a un futur très brillant pour le vélo. Et les tendances de fond, quelles sont-elles? Il y a la mobilité, on l'a vu, on en a parlé, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le sport santé, la nécessité de faire de l'exercice, le vélo est un des pratiques qui sont recommandées par généralement les médecins, etc. On a un élément dont on parle peu aujourd'hui, mais dont on va entendre parler, qui est le tourisme à vélo. Je vous rappelle que la France est probablement numéro 1 ou numéro 2 des marchés les plus attractifs dans le tourisme à vélo, et il y a des grosses demandes, et donc il y a des gros efforts qui sont faits par les territoires sur toute la France. Donc on a toutes ces choses-là, on a l'environnement, le vélo est un engin propre, on en a parlé, mais on est dans une tendance où l'environnement a pris une importance qui est énorme et le vélo est un élément. Hein, ce n'est pas le seul. Et donc, le marché va continuer à croître et je pense qu'on peut être confiant pour les années qui viennent. Ouais. Patrick, un mot là-dessus, sur cette évolution du marché, et effectivement peut-être ce décalage par rapport au chiffre 2020 entre ce qu'on a eu l'impression de vivre comme phénomène et puis en termes de volume, la vente de vélos. Oui, bon, comme l'a dit fort justement André, il faut bien analyser tous les chiffres. Jérôme a rappelé en début de présentation qu'on avait eu quand même 2 mois d'arrêt. Il ne faut pas oublier 2 mois d'arrêt. Donc, si vous faites, comme on dit souvent en termes de comptabilité, en pro forma, pour enlever les 2 mois, je peux vous dire que ça fait plus de 1,7% de vélos vendus. Donc, il y a eu un réel engouement, surtout sur les 6 derniers mois de l'année. Donc, si vous reportez ça, on est à des chiffres qui sont très importants. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même, c'est que la dynamique continue. La dynamique continue. 2021, pour l'instant, est encore dans une bonne dynamique. Et comme on l'a sorti avec le groupe de travail, un des premiers gestes barrières, c'est le vélo. Un des premiers gestes barrières, c'est le vélo. Donc, je pense que ça va continuer malheureusement dans cette pandémie, mais le vélo, c'est le sport santé, c'est la possibilité de se déplacer, c'est aussi la loi pour le climat. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. On est au début d'une histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la France n'a pas encore la complète culture de vélo. On est en train de l'apprendre, et on va rattraper nos amis scandinaves, nordiques, et on fera plus de vélo qu'eux. Alors, Denis Briscadieu, donc le regard un peu de la distribution sur cette question-là, parce que vous avez vécu des périodes pas faciles, avec pas mal de pression. Avant de laisser le mot de la fin à Jérôme, puisqu'on en aura terminé avec cette présentation. Et puis, Denis, puisque chacun a droit à sa question piège, on me pose une question sur la tendance à la hausse des prix en 2021. Donc, je pense que personne n'avait envie de répondre à cette question-là. Non, donc, c'est Denis qui en hérite. Je suis désolé, Denis. Oui, c'est bien. Merci, cher ami. Différentes choses avant de répondre aux deux petites questions. Si on regarde ce qui s'est passé depuis une quinzaine de mois, c'est qu'il y a de plus en plus de cyclistes sur les routes, dans les rues, et qui ont repris leur vélo grâce au coup de pouce ou acheté de nouveaux vélos. Donc il y a de plus en plus d'usagers, vélos taffeurs, loisirs ou sportifs, en tout cas qui bougent à vélo. Ça, c'est le premier point. Grâce à ces cyclistes supplémentaires, il y a de plus en plus d'emplois qui sont créés dans le monde du vélo, dans la distrib ou dans les unités d'assemblage ou d'industrie. Au niveau formation, on a multiplié par 3 la demande. Donc, ce n'est pas rien. Tous les centres de formation
avec le dispositif mis en place par Elisabeth Borne au mois de mai dernier sur l'opérateur cycle ou par le traditionnel certificat de qualification professionnelle, il y a une demande incroyable. Ce qui veut dire que le métier du vélo devient attractif. Je vous rappelle que ce n'a pas toujours été le cas. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que si on compare le 1er janvier 21 au 18 mars 21 par rapport à la même période de 2020, c'est-à-dire juste avant le confinement, on est encore sur des chiffres très très hauts. Donc la tendance 2021 est partie sur un volume encore plus intéressant. Rappelle-moi tes questions, cher ami. C'est effectivement la dernière partie. Dans la hausse de prix. Ça a été évoqué sur les difficultés d'approvisionnement, sur une hausse à la fois des matières premières et des transports. Est-ce qu'on risque d'avoir une augmentation des prix? Alors, ce qu'il faut de suite dire, c'est que s'il y a et il y aura, et il y a déjà eu des augmentations de prix, ce n'est pas parce que l'industrie est en train de gérer la pénurie et que comme il y a moins de produits, ils prennent des hausses, loin de là. C'est la matière première venant des producteurs qui eux-mêmes ont des difficultés à s'approvisionner ou en tout cas à transformer ces matières premières. Et deuxièmement, c'est la valeur du transport. Nous avons des tas d'anecdotes sur ce qui se passe sur les ports en Asie aujourd'hui, où le conteneur est passé à un tarif x5, x8, x10 certaines fois sur certains ports. Et forcément, ce n'est pas les porte-containers à 400 000 conteneurs ne sont pas remplis de vélos, malheureusement. Et c'est pour toute l'activité économique, qu'elle soit informatique ou purement industrielle ou dans notre activité à nous. Donc, il y a eu une première augmentation début du printemps. Il y en aura certainement une au courant de l'été, liée non pas au prix de la devise, mais au prix de la matière première et des coûts de transport qui se sont multipliés. À savoir quand même que le vélo est composé beaucoup d'aluminium. Et si vous regardez le marché de l'alu, a pris 47%. C'est quasiment dernière semaine et mois. Donc, ça vous donne une idée. Bon, tout ne sera pas répercuté, heureusement, mais 47% sur l'alu. C'est impressionnant. C'est l'alu, c'est le cas de le dire. Et ça sera peut-être la conclusion pour Jérôme. Il vous revient de conclure cette présentation de l'Observatoire du cycle, version 2021, mais pour le marché 2020. Voilà, on en aura terminé. Après, on sera dans les temps. Merci Virgile. Alors, juste avant la conclusion, je voudrais juste faire un commentaire par rapport à la dernière question, si vous le permettez. En fait, la question de l'augmentation du volume de vente des vélos neufs à 1,7%, c'est la suivante. En fait, ce qu'il faut, c'est mesurer quelle est l'augmentation du parc actif français de vélos. Vous avez bien évidemment les 2,7 millions de vélos neufs vendus. Vous avez une part du coup de pouce vélo qui étaient des vélos qui étaient dans les garages et qui sont revenus. Il y en a eu 1,9 million en tout de réparés. Allez, André Guettem nous a donné 1 million de vélos supplémentaires, ça fait 3,7 millions. D'accord ? Vous avez probablement entre 50 000 et 100 000 vélos de parcs de vélos, d'accord, qui se mettent en place. Un très bon exemple en Ile-de-France, les Véligo. Il y a eu 20 000 vélos Véligo qui ont été ajoutés au parc. Ce n'est pas négligeable, etc., etc. Donc en fait, c'est une bonne question dans le sens où nous allons nous focaliser, en tout cas je prends cet engagement, de nous focaliser pour les années à venir sur effectivement quelle est l'augmentation du parc actif français des vélos. Voilà, ça c'était juste ma contribution à votre question, cher ami. À partir de là, conclusion sur cet observatoire. Eh bien, je voudrais vous faire 3 remarques. La première, c'est qu'en tant que président de l'Union Sport et Cycle, je m'occupe aussi des acteurs du marché qui ont énormément souffert cette année. Et je voudrais leur envoyer mon soutien le plus sincère. Je pense bien évidemment à la montagne, je pense bien évidemment au sport et loisirs marchands, je pense aujourd'hui aux magasins de sport qui sont fermés. C'est terrible ce qui nous arrive. On nous dit faites du sport, c'est la santé, et les magasins de sport sont fermés. Malheureusement, c'est un paradoxe que je ne comprends pas. Donc, messieurs de l'Union Sport et Cycle, messieurs les adhérents de l'Union Sport et Cycle, je vous envoie
mon message personnel d'encouragement. Le deuxième message, c'est finalement, nous sommes privilégiés. L'industrie du cycle en 2020 a été privilégiée. Nous en prenons notre revenu, c'est très bien, d'accord ? Nous sommes euphoriques par rapport à l'année 2020 et on aimerait bien reproduire l'année 2020 en 2021. Le troisième message que je voudrais vous passer, c'est un message de prudence, un message d'humilité face à l'incertitude qui est devant nous. Il semble que nous ayons une fin prochaine à cette crise sanitaire. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, on ne sait pas s'il y aura d'autres événements qui pourront perturber notre marché. On espère que non, bien évidemment, parce que la tendance est là. Ce dont je suis sûr, c'est que la tendance de fond de notre industrie, elle est établie et elle va se poursuivre. Ensuite, ce sont les effets conjoncturels qui vont faire que cette tendance de fond, cette tendance structurelle, va effectivement être bénéficiaire, comme on l'a vu l'année dernière, ou alors va nous créer une baisse de notre activité. Voilà. Alors je le souhaite très fort que ça continue, bien évidemment, pour notre industrie. Donc voilà, restons prudents, restons humbles par rapport à cette situation et puis travaillons parce que de toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie, messieurs, qui étaient en plateau. Denis, un grand merci à vous et à tous les participants. Merci d'être venus et je vous dis à l'année prochaine.